pense que ce qu'on a vu, c'est que il y a beaucoup de connaissances économiques. Ce qu'apporte l'analyse économique en général, c'est que finalement, une substitution d'une taxe carbone par rapport à d'autres prélèvements obligatoires, dans le cadre d'une réforme de la fiscalité, peut avoir des effets bénéfiques. D'une part, en termes de redistribution des revenus, parce que quand même, même si l'énergie peut-être pèse plus sur le budget de personnes modestes, mais en fait, surtout ruraux, etc., c'est quand même les plus riches qui en payent le plus, parce qu'ils utilisent plus d'énergie. Ensuite, c'est aussi un impôt qui est payé par tous les revenus, et pas uniquement les revenus du travail. Donc des revenus qui viennent des rentes immobilières, des rentes financières, etc. Donc cette substitution-là, au-delà des mots qu'on met derrière double dividende, par ailleurs, elle s'appuie sur quelque chose qu'on importe et qu'on paye. Et le poids de la facture pétrolière n'a cessé d'augmenter. Ensuite, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une discussion sur l'usage des recettes et qu'elle n'est pas réglée. Donc, au-delà des choses, parce qu'on va pouvoir dire on est en train de mettre une taxe carbone et en même temps on baisse les cotisations sociales, c'est ce qu'on fait avec le CICE, etc. En gros, on fait ce que vous dites les économistes et c'est bon, ça marche. Mais en fait, en réalité, il y a des vraies discussions et il n'y a pas d'accord sur le bon usage des recettes. Et comme on l'a vu, là, il y a les 100 milliards qu'on peut dire. Les ONG environnementales vont dire il faut financer la transition énergétique directement. Les ménages consommateurs vont dire il faut compenser les consommateurs. Les entreprises vont dire il faut compenser les coûts de production. Les syndicats, il faut baisser les prélèvements obligatoires et aider les personnes qui ont des horaires atypiques et qui doivent utiliser leur véhicule. Donc finalement, cette discussion, on sait qu'on a besoin de l'avoir. Et historiquement, si on n'est pas arrivé à un accord sur l'usage des recettes, et ben au final, qu'est-ce qu'on faisait? C'est des exemptions qu'on a vu qui n'étaient pas efficaces, ou alors de bloquer la croissance du taux de la taxe. Donc au final, il faut un espace pour discuter de ces aspects-là. Après, là où il y a peut-être un désaccord sur le fond, c'est quel type d'espace. Je pense que, en tout cas dans le livre qu'on a écrit, on est convaincu que, au final, pour vraiment faire quelque chose qui, à long terme, soit à la hauteur des enjeux, parce que même une taxe, en 2020, à un taux de 86,20 euros, ça correspond, par rapport au taux qu'on prévoit pour 2018, à 10 centimes d'euros sur un litre d'essence. Donc, oui, peut-être ça cumule, c'est pas mal, mais est-ce que ça va suffire à faire les choses? Donc on dit que c'est des grosses croissances de taux, et là je parlais du taux en 2020 annoncé. Donc il faut vraiment, pour que ça soit à la hauteur des enjeux, que ce taux progresse et aille encore plus loin par la suite. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut discuter de ces recettes indépendamment des autres discussions budgétaires et de négociations salariales, etc. Ou est-ce que, parce qu'en même temps, même si on discute d'un usage des recettes de la taxe carbone en même temps, qu'est-ce qu'on fait si, dans la discussion sur la réforme des retraites, on augmente les cotisations sociales pour payer les retraites? On renchérit le prix de l'énergie, mais en même temps, on renchérit le prix du travail, on ne va pas substituer l'un par l'autre. Donc, il y a cette vraie question de la cohérence de ces mesures. Et à notre sens, il faut qu'à terme, ces discussions, on les débloque. Et si vous regardez le projet de loi de finances, on a du mal à voir, en fait, il n'y a pas les recettes de la taxe carbone s'étendent, on l'utilise comme ça. Il y a la taxe carbone qui augmente et plein d'autres choses qui se passent. Et on n'a pas de vision d'ensemble des choses. Merci. Christian? Je crois qu'en pratique, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit là sur le mode de redistribution. En pratique, le problème, c'est qu'on ne peut pas dépenser 3 fois le même euro, si vous voulez. Et quand vous essayez de faire une espèce de dialogue entre les parties prenantes et puis les différents ministères, le budget, l'écologie, les autres, etc., vous vous apercevez vite, quand vous êtes en situation... Moi, mon expérience au comité fiscalité écologique, c'est que on a un peu travaillé en 2 temps. On a travaillé un temps, on a essayé de faire des consensus sur des diagnostics. Vous voyez. On peut y arriver, c'est pas facile. On peut y arriver si on arrive à faire parler ensemble la CGT avec Greenpeace, si vous voulez, ce qui est beaucoup plus difficile que de faire parler la CGT avec le MEDEF, parce que ça, ils savent faire depuis très longtemps. Donc ça, je pense que c'est l'intérêt de ces trucs. Après, il y a une phase de prise de décision en matière fiscale qui ne se fera jamais par une décision à l'unanimité ou au consensus. Donc, il y a un moment, il faut trancher, si vous voulez. Et c'est là le rôle
du Parlement et de l'exécutif. Je crois qu'il faut vraiment être, il faut pas être naïf, si vous voulez. Il faut pas rentrer une espèce d'idéalisme. On va tous être d'accord au nom du climat futur qu'on va faire une espèce de consensus sur qui paye et qui gagne. Non, c'est pas comme ça la vie réelle. Je dis un mot peut-être sur la taxe au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni n'est pas le bon exemple de taxation du carbone réussi. Le bon exemple, c'est la Suède. La Suède est un pays qui a mis en place une taxe carbone en 1990, qui a aujourd'hui une taxe qui est de l'ordre de 120 € la tonne de CO2 sur les usages domestiques, mais qui commence à avoir un effritement du consensus assez large qu'il y avait entre notamment les syndicats et les différents partis politiques, en partie à cause de la montée des souverainistes là-bas. Et il commence à rentrer, à être confronté à un problème que nous, on va bientôt avoir, qui rejoint un peu ce qu'a dit l'une des personnes par SMS, c'est comment justifier que les grandes multinationales payent le carbone à 7 € alors que l'artisan du coin, il va payer 80. Ça ne tient pas 5 minutes, si vous voulez, dans un débat citoyen. Il n'y a aucune raison. Et je cite aucun nom, mais bon. Et quel canal de redistribution il y a de multiples pistes possibles, j'en ai évoqué, il y en a d'autres qui ont été évoquées. En fait, je peux encore en ajouter. Par exemple, pourquoi ne pas financer des subventions à la recherche et développement dans le domaine environnemental pour réduire les émissions de carbone? C'est aussi une autre possibilité. Financer le CICR, etc. En fait, tout est une question de choix politique, tout peut être légitime. On peut aussi peut-être faire accepter le fait que tout le monde ne sera pas compensé et qu'il n'est pas nécessaire de compenser forcément. Utiliser le rendement de la taxe pour désendetter, c'est une utilisation qui peut être légitime. Utiliser le rendement de la taxe pour faire d'autres choses, dans la mesure où c'est expliqué publiquement et où c'est ouvertement fait, ça me paraît pouvoir être légitime. Maintenant, il faut chercher les utilisations les plus efficaces. Il est sûr qu'il faut compenser les plus pauvres. Parce que, maintenant, est-ce que c'est un chèque énergie? Là, je suis assez d'accord avec ce que dit Christian de Pertuis. Au fond, le chèque énergie n'est pas directement indexé sur la consommation de l'énergie, donc il n'est pas directement désincitatif aux économies d'énergie, et c'est peut-être pas le principal problème qu'ont les ménages qui sont en situation de précarité, mais il vaudrait mieux prévoir de leur accorder une aide qui n'est pas forcément liée aux usages de l'énergie. Une petite chose, vous avez parlé tout à l'heure de part payée par les ménages et de part payée par les entreprises. En fait, il faut être conscient que ce sont les ménages qui finissent par payer la taxe. C'est-à-dire que les entreprises, lorsqu'elles ont une taxe à payer ou lorsqu'elles paient un prix du carbone, vont répercuter ce prix, et ça c'est naturel, c'est le jeu du fonctionnement économique d'une entreprise. Elles vont répercuter ce prix dans leur prix, plus ou moins, en acceptant ou non de perdre de la marge, et finalement ce sont les consommateurs qui vont payer. Et donc je voudrais juste conclure sur les aspects pédagogiques. Il y a un exemple qui me paraît très instructif, c'est l'exemple de la Colombie-Britannique, donc au Canada. Une taxe carbone a été mise en place, et il y a un site internet qui est ouvert à tous les contribuables qui peuvent accéder à toutes les informations concernant cette taxe carbone, et en particulier ce qui est fait des recettes. Et il me semble que de tels efforts pédagogiques pourraient permettre d'ancrer l'irréversibilité de cette taxe. Parce qu'effectivement, le danger que je dénonce depuis le début, depuis la mise en place de la composante carbone, de cette façon que j'ai appelée subreptice, parce que le public n'était pas au courant. Enfin, moi, j'avais des étudiants qui font de l'économie de l'environnement à qui je demandais: est-ce que vous savez s'il y a une composante carbone? Et qui me disaient: mais non, il n'y a rien en France. Je leur disais: mais si, c'est voté, ça existe depuis 1 an, depuis 2 ans. Et du coup, la publicité, la diffusion de l'information autour de cette composante, autour de la nécessité de cette composante, de la nécessité de la trajectoire croissante, permettrait de la rendre
irréversible au sens où, après avoir beaucoup expliqué qu'elle est indispensable, un gouvernement ne pourrait pas ensuite décider de réduire cette composante pour accéder aux demandes de telle ou telle catégorie d'usagers face à une augmentation du prix du pétrole. C'est un point qui me paraît essentiel.